Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à vous, comme tous les mercredis à 12h30 sur Décideur TV et Madines, c'est Startup, le rendez-vous des entrepreneurs et de la création d'entreprises. On attend vos questions tout au long de l'émission, à nos invités qui vont parler aujourd'hui, c'est assez rare pour être signalé, de l'échec de leur startup. Émilie Gobin, bonjour. Bonjour. Alors en 2009, vous lanciez l'usine à design qui était une plateforme de meubles personnalisables à prix d'usine. C'est comme ça qu'on peut résumer. Tout à fait. Malheureusement, en mai dernier, vous êtes contrainte de mettre la clé sous la porte puisque la société est liquidée fin 2013. On va justement voir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et les coulisses un peu de cet échec. Guillaume Berthollet, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un curieux hasard, puisque vous étiez venu il y a à peu près 2 ans sur cette émission nous parler de l'échec, et bien depuis, vous avez vécu avec votre startup un échec. J'espère qu'on ne vous a pas porté la poisse. J'espère que c'est qu'un hasard. Oui, c'est ça. On va aussi parler de cette émission avec Calabio, c'est ça votre startup qui a connu cet échec. Et exactement, c'est ça. Alors, je vous propose de commencer cette émission en revenant un petit peu justement sur vos aventures entrepreneuriales respectives, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Émilie. Pour ceux qui lisent la presse spécialisée, l'usine à design, c'était vraiment la pépite qui faisait du tort à Ikea. Une trentaine de salariés, 4 millions de chiffre d'affaires en 2013, des retombées dans toute la presse, beaucoup d'argent levé, à peu près de 6 millions, c'est ça. Et puis patatras, en 2013, plus de cash. Tout à fait. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, en fait, effectivement, on a pas mal de choses qui faisaient parler. Après, l'envers du décor était un peu plus compliqué. Ouais. On n'a jamais trouvé notre rentabilité, en fait. C'est vrai qu'on avait un positionnement très innovant en 2009, un tout petit peu moins en 2013. Il y a eu énormément de concurrence, le marché a bougé. Et nous, on s'est cherché, on a beaucoup changé de positionnement, de cible, d'offres, etc. Et à chaque fois, en dépensant pas mal d'argent. Ouais. Et finalement, à la fin, là, fin 2012, effectivement, on était sur un positionnement jeune habitat, plutôt sympa, plutôt bobo sans le sou, on va dire. Et ça marchait bien, seulement voilà, on avait dépensé trop plus assez avant. pour tenir la licence. Exactement. Et puis, la confiance des investisseurs n'était plus là parce qu'eux, il faut bien qu'à un moment, ils aient un retour sur investissement. Et là, ça s'annonçait pas forcément favorablement. Avec un secteur du meuble aussi, le e-commerce le même qui était très très difficile, avec peu de marge, beaucoup de concurrents, d'autant que vous voulez jouer sur la personnalisation, ce qui ajoutait aussi au coût fixe. Tout à fait. En fait, on avait un modèle qui était assez complexe. On ne faisait pas juste du e-commerce avec des produits qu'on source, des produits de marque, etc. C'est vrai que l'offre, on l'a créée quasiment de toutes parts. Il fallait trouver les fournisseurs. En plus, la personnalisation compliquait un peu tout au niveau du stock, au niveau des process logistiques, etc. Et en fait, déjà, c'est dur d'être rentable sur un site dont l'offre et le positionnement est évident. Mais là, c'était encore plus complexe. Et dans un secteur, en fait, où la demande n'évolue pas forcément, acheter des meubles sur Internet, c'est toujours pas encore vraiment facile. On a encore de voir le produit. Guillaume, alors vous avez lancé, comme je le disais, Calabio, une plateforme de gestion de logiciels SaaS pour les PME. Et dites-moi si je me trompe, et j'ai l'impression en fait votre société s'est arrêtée parce que vous l'avez décidé finalement, c'est-à-dire que vous n'avez, contrairement à Émilie, c'est vous qui avez débranché la prise parce que vous ne le sentiez plus entre nous. Oui, en fait, c'est un choix que moi j'ai pris. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on reviendra dans les relations entre associés parce que c'est pas une décision forcément facile. Au moment où justement on allait lever des fonds, on n'avait pas encore levé de fonds. C'est quelque chose qui allait être au menu des mois qui allaient suivre. Et où finalement, moi je me suis plus senti de dire ça va pas marcher pour tout un tas de raisons que j'ai essayé d'expliciter derrière. Mais voilà, pour me dire ça sert à rien d'essayer de continuer à taper sur le même clou. Alors que j'étais persuadé que dans le fond, il y avait des choses qui allaient empêcher la boîte de réussir. Alors Émilie, Guillaume, je vous propose de rentrer un peu maintenant dans les coulisses de cet échec. Alors l'idée, c'est pas de vous accabler, l'idée de remuer le couteau dans la plaie. C'est vraiment de voir pour chaque entrepreneur qui regarde cette émission, qu'est-ce que ça fait et comment est-ce qu'on vit justement des passages difficiles et après l'échec. Alors Émilie, expliquez-nous justement ce qui s'est passé durant les derniers mois de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la vie à l'intérieur d'une start-up qui est en pleine tempête? C'était le cas, j'imagine. Oui, alors en fait, nous, depuis septembre 2012, vraiment, on a compris qu'il fallait maintenant trouver un positionnement pérenne et rentable. Donc à ce moment-là, on a eu une forte remise en question sur qui on était, les fondamentaux en fait. C'est dingue qu'au bout de
quasiment 3 ans où on soit à se poser ce genre de questions, mais on en était là, puisque justement l'équation qu'on avait prise du départ semblait pas fonctionner. Donc on s'est remis en question, ça a pas mal perturbé l'équipe parce que justement ils se disent mais pourquoi on reparle de qui on est, de notre plateforme de marque, de tout ça. C'est des questions qu'on aurait dû évacuer il y a bien longtemps. Et donc à ce moment-là, pour essayer de tenir cette remise en question, cette énième remise en question, on a dû dégraisser un peu la machine. Ouais. Commencer à licencier, virer pas mal de prestataires, etc. Et c'est vrai que c'était un climat plutôt nauséabond, enfin je dirais, qui pousse pas justement à l'innovation. Et en plus en France, c'est le genre de truc vraiment très compliqué. Et je pense qu'on s'est un peu épuisé dans les méandres pour essayer d'alléger la structure. Quand ça a été fait, à ce moment-là, en fait, il a fallu reconstruire et tout ça. Et c'est vrai que l'équipe était fatiguée. Ouais. Et les fonds en particulier, je pense vos investisseurs, vous soutenez moins, vous sentez que la confiance était rompue? C'est ça. Je pense qu'ils nous ont accompagnés quand même pendant près de 3 ans. C'est long, à coût de plusieurs millions. Surtout quand la rentabilité n'est pas au rendez-vous pour un fonds. Voilà. Après, il faut se rappeler qu'un site e-commerce, c'est pas rentable en 2 ans. Ça, je veux dire, c'est évident. C'est 5 ans à peu près les horizons. Le souci, c'est que c'est pas à 4 millions qu'un site comme le nôtre allait être rentable. Il fallait en faire 10. Et c'est vrai qu'il y avait une forme de désillusion, c'était hyper difficile. Et donc là, à ce moment-là, il y a toutes les tensions qui ressortent, tout le monde commence à s'engueuler. Ouais. C'est pas très sain. Je dirais pas que c'est pas sain, c'est très sain de s'engueuler. C'est juste que c'est un terreau difficile. Enfin, c'est comme si les fondations de la maison étaient ébranlées, et donc tout ce qu'on construit tombe un peu à côté, quoi. Alors Guillaume, on va revenir justement sur vous aussi, ce passage où vous décidez, alors vous l'expliquez très bien dans un post de blog, que vous avez à un moment donné, vous êtes dit, bon, je vais débrancher la prise parce que je le sentais plus. Alors c'est un problème d'entente avec les associés, c'est ça, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde? Ouais, je pense que ça c'est un des points qui a fait que ça a basculé, parce qu'au final quand on construit une boîte, le socle qui doit durer, c'est les associés. Et quand il y a ce sentiment un peu de désalignement, de mauvaise compréhension, de pas forcément courir après les mêmes objectifs, ni la même envie, forcément, quels que soient les petits tracas qu'on peut avoir au quotidien, si on a ce socle sur l'équipe qui tient bon, on passe à travers les tempêtes. Et c'est vrai que moi, il m'a manqué ça, et c'est, je pense, on parle souvent du roller coaster, des montagnes russes. De l'entrepreneuriat, je pense que la décision, elle a été aussi provoquée par pas mal de chaud et de froid qui avaient été soufflés dans la vie de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est une décision que moi, j'ai prise seul, donc on pourrait presque dire contre mes associés, parce que de fait j'ai senti que c'était moi aussi qui tirais le un peu seul dans la barque, vous vous sentiez un peu pas seul dans la barque, mais en tout cas seul à donner le cap, à donner le rythme et prendre la décision d'arrêter sa start-up, j'imagine c'était beaucoup réfléchi, ou il y a eu justement un jour on se lève, on se dit bon là ras-le-bol Je pense que l'entrepreneur est fait de telle manière que je pense que au fond de lui il le ressent avant de le comprendre et de l'accepter. Donc je pense que moi c'est une décision qui a mis quelques semaines, quelques mois qui s'est imposée à moi, mais je le sentais déjà quand maintenant je revis un peu le truc. Alors c'est facile de rejouer le match avec du recul, forcément. Mais je pense que oui, et puis il y a eu un peu de prise de conseil, peut-être pas assez à l'extérieur, clairement pas assez de discussions en interne. On a eu des discussions très dures après que la décision ait été prise, et peut-être que cette décision, comme le disait Émilie, c'est bien de s'engueuler, on s'est peut-être pas assez engueulé, on n'a peut-être pas assez forcé l'engueulade pour voir un peu quels étaient les points de friction. Et puis effectivement, il y a le moment de la décision, où c'est un peu c'est assez marrant, parce que c'est à la fois un moment de soulagement assez extrême, et puis un moment de doute total aussi. On se dit, à partir du moment où je l'ai annoncé, moi j'ai eu un moment où je me suis dit, mais pendant 2 jours, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pris une mauvaise décision, il faut que je revienne en arrière. Et puis en fait, quand on mûrit un peu ça, on se dit, en tout cas c'était mon cas, que c'était la bonne décision, et que c'était... On va revenir justement sur la période après, post-mortem justement de votre startup, pour voir un peu comment est-ce qu'on se relève, justement, quelles sont vos ambitions à suivre. On va prendre les questions des internautes un peu. Je rappelle que vous avez la possibilité via le chat de poser toutes vos questions. Un internaute nous demande pourquoi, Émilie, avoir levé autant et si rapidement. Alors vous en parlez d'ailleurs dans un article sur le JDN. Vous pensiez avoir levé trop et trop tôt, c'est ce que vous dites? Oui, alors en fait, pourquoi avoir levé autant? Le projet... On peut résumer, vous avez levé 1,6 million au bout de 6 mois? 1,6 million au bout de 6 mois, c'est ça. Et au bout de 2 ans, 4 millions supplémentaires qui ont été en plusieurs tranches. En fait, le projet, l'ambition du projet nécessitait ce niveau de levée de fonds.
puisque à nouveau, on réinventait vraiment le marché du meuble avec une création de marque, une création d'offres, la personnalisation, et puis bien entendu tous les fondamentaux du e-commerce avec la complexité de la logistique, etc. Ouais. Et surtout 2 plateformes, une en Chine et une en Europe. Donc c'était quand même extrêmement ambitieux. Et puis après, on s'est attaqué aussi au B2B sur plusieurs continents. Donc, voilà, il y avait une telle ambition que c'était logique, entre guillemets, de mettre autant d'argent. Maintenant, pourquoi je dis qu'on a levé trop tôt, c'est parce que justement, on ne savait pas encore quelles étaient nos forces et on n'avait pas trouvé la clé de ce marché, du positionnement, de comment on allait passer la seconde et faire qu'on allait vraiment faire 10 millions et être rentable. Et une fois qu'on a levé, on n'a plus jamais eu le loisir de vraiment se poser cette question parce qu'on est dans un engrenage. Qui est l'engrenage des investisseurs, du résultat, du court terme, il faut délivrer. Et du coup, en fait, quand on commence à avoir ce niveau de doute, voilà. Et justement, le souci, c'est qu'on ne pouvait plus, comme Guilhem, se reposer des questions de base. Et en fait, j'aurais aimé avoir le loisir de me les poser et ce n'était pas possible. Je pense aussi que c'était ma première expérience d'entrepreneuriat et professionnel. Donc, je n'avais pas forcément envie et le courage de me poser toutes ces questions également. Mais c'était difficile de se les poser dans un environnement comme celui-ci. Clem nous demande quelle était la communication auprès des salariés. Est-ce que vous l'avez annoncé dans une grande réunion en disant voilà… Ouais, alors en fait, à partir de septembre, on a commencé à expliquer qu'on se posait des questions de fond, qu'il allait falloir vraiment se remettre en question, être orienté rentabilité, etc. Enfin, même avant, je dirais en mai, je me souviens très bien. Donc c'est vrai que c'était pas l'ambiance de la boîte, on était une start-up un peu folle où on faisait la fête tout le temps, enfin j'exagère, hein. Mais il y avait une très bonne ambiance et là c'était morose, c'était dur. Et puis progressivement il y a eu quelques départs, donc je veux dire même si on ne l'annonce pas, on est bien obligé que les gens d'expliquer que les gens s'en vont, etc. Et ensuite, à partir de janvier, en fait, nous, on était en train de boucler finalement notre 3e levée de fonds. Et donc, c'est sur ça qu'on a communiqué, en expliquant bien entendu que c'était dans un climat difficile et que c'était pour la rentabilité, pour assainir et tout ça. Et donc, finalement, il y avait un espoir auprès des salariés et puis auprès des fondateurs et pour cause, puisqu'on était en train de signer. Donc, et ensuite, j'ai annoncé ça j'ai réuni tout le monde et je leur ai expliqué ce qui se passait. Évidemment, ça a été par étapes. On n'est pas passé d'une communication tout va bien et puis le lendemain, au fait, j'ai déposé le bilan. Ça a été par étapes en leur expliquant à chaque fois quels étaient les choix auxquels on allait être confronté et que la décision de telle ou telle personne allait emporter le morceau, quoi. C'était dur. Ouais, j'imagine. Guilhem, on a 2 internautes là, coup sur coup, qui nous disent que l'idée de Calabio est excellente. Qu'en est-il de Wheel of SaaS? Est-ce que c'est fermé? Et pourquoi il n'existe plus? Ces 2 internautes en tout cas ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous avez fermé cette idée qui était bonne selon eux. J'espère que c'est juste pas mes colocs qui sont sympas avec moi qui posent la question pour animer un peu le flux du chat. Donc allez-y aussi sur les questions plus méchantes. Je pense, en fait, c'est ça qui est très dur, c'est que je pense qu'on avait fait le sale boulot pendant 1 an et demi, de se lancer sur un truc dans lequel aucun des fondateurs, on était 3, on avait vraiment pignon sur rue, on n'était pas des experts des logiciels SaaS. On a fait pas mal de bêtises et dans la mise au point de notre produit et dans la définition de ce que devait être le produit. On a testé des trucs qui n'ont pas marché, donc logiquement, on avait fait… Voilà, c'est un peu le sale boulot, les 18 mois où on apprend tout, on explique tous les plâtres. Et là, je pense qu'effectivement, sur le positionnement qu'on avait à la fin, voilà, c'était pas gagné, il y avait encore beaucoup de boulot, mais je pense qu'on avait par contre fermé les portes qu'il fallait pas ouvrir. Donc ouais, c'est un peu triste. Aujourd'hui, Wheel of SaaS est un peu en stand-by, forcément, puisque c'était un produit dérivé de ce qu'on… C'était la vitrine. C'était un peu plus large que ce que faisait notre projet. C'était faire du contenu pour parler des logiciels. Il est aujourd'hui vachement encore utilisé. Je reçois des propositions de bannières pub, je reçois des éditeurs qui veulent annoncer dessus, qui veulent se lister dessus. Je pense que ça rend un vrai service. Maintenant, je pense qu'il faut accepter aussi de se dire ça ne sera pas nous qui allons le faire. De toute façon, la décision est déjà prise. Donc malheureusement, c'est fini. Mais je suis à peu près persuadé, je continue un peu de suivre toujours l'actu de ce monde-là. Il y a des choses super bien qui vont arriver. Je pense J'ai le droit de poser une question à Guilhem. Pareil. Tu mets sur le chat, à droite de la vidéo. J'ai pas le droit à mon téléphone. À aucun moment, en fait, tu t'es dit que tu allais te séparer de tes associés et continuer seul?
En fait, c'est assez marrant parce que je pense que moi je suis un grand romantique dans toutes mes histoires que j'ai eues avec des associés ou sur des projets. Et c'est un truc que je sais pas vraiment bien faire. C'était avec eux ou personne? C'est un peu ça. Alors en plus, dans l'équipe, il y avait un très bon ami. Donc en plus de perdre un associé, j'ai perdu un ami. Mais il y a eu un moment, au moment de prendre la décision où en fait tu le prends vachement à cœur. Et puis tu dis non, il faut que je prenne une décision cérébrale, que je prenne un truc de raison en fait, que je rationalise mon process. Et donc je m'étais fait un tableau avec toutes les possibilités de je continue tout seul, voilà, c'est un peu dur à dire, mais à un moment on se raccroche aussi à ça. Et il y avait une option effectivement de continuer tout seul, mais avec 1 an et demi d'énergie dépensée, l'argent dépensé, je pense que c'est vraiment une question d'énergie et puis de se dire retrouver des associés, parce que je ne pouvais pas le faire tout seul, c'était pas une question de je continue sans eux et je continue quand même, c'est tout seul je ne pouvais pas continuer, de dire ok, sur qui je vais retomber derrière. Pourquoi tu ne pouvais pas continuer tout seul ? Je pense que c'est vraiment une question d'énergie, je pense qu'il fallait que je reconstitue une équipe from scratch, je pense qu'il y avait une décision liée à l'amitié aussi, qui était de dire voilà, j'ai pas envie de renvoyer mon ami, je préfère suicider le projet aussi. Je pense voilà, c'est pas forcément émotionnel qui ouais, bien sûr, c'est pas une décision qui est ouais, on décide un peu, est-ce que je me coupe le pied ou est-ce que je me coupe jusqu'au genou quoi. C'est un peu compliqué quoi. Si on parlait maintenant de la suite, alors dans le post de blog que vous avez publié, il y a le mot déprime. Est-ce qu'il y a eu un petit moment en effet, je crois que vous parliez de retraite, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on se retrouve, pendant 2 ans, on bosse sur quelque chose qui nous occupe toute la journée, et du jour au lendemain, on se retrouve avec plus rien dans la tête à la place. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on gère ça? Ouais, c'est assez marrant. Alors moi, je parlais de retraite. On a évoqué le mot deuil. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de faire un vrai deuil. Ouais. Je sais pas trop ce que ça provoque psychologiquement. On parlera après du tribunal. Je pense que ça aussi, c'est peut-être. Comment est-ce qu'on sort de ça? Mais moi, j'évoquais un peu la retraite, de dire on a vécu un truc super intensif. Et puis quand ça s'arrête, la boîte mail est un peu moins remplie, le téléphone est un peu moins rempli. Et je pense que Émilie comme moi, en plus dans l'équipe, on était un peu la face visible de l'équipe. Ouais. Donc il y a ce côté communication et mine de rien, on est quand même un peu shooté à ça. Et ça fait partie de notre job, c'est pas qu'un plaisir non plus mégalomane. Et voilà, donc il y a un peu un côté, voilà, c'est fini. Sauf que comme ça s'impose un peu à nous et qu'on n'est pas vraiment à la retraite, faut quand même trouver autre chose. Il faut vite en fait, c'est quoi est-ce qu'il faut mûrir et voilà, faire un état des lieux de l'échec ou repartir directement pour pas avoir trop à penser? Je sais pas quelle est la stratégie. Je pense que ça appartient à chacun. Ouais. Je pense Comment ça s'est passé pour vous? Alors pour nous, pour moi d'abord personnellement, ça a été une longue descente aux enfers psychologiques dans le sens où il a fallu accepter que je devais déposer le bilan. Et ça, c'est vrai que depuis plusieurs mois, il y avait des sous-jacents qui laissaient penser que. Et ensuite, donc j'ai réussi à bien m'entourer dans cette phase et des gens, des consultants ou autres qui m'ont dit, des avocats, Émilie, tu dois déposer, machin. Et moi, je refusais d'admettre ça parce qu'il y avait des salariés, il y avait des clients, il y avait énormément de choses. Et aussi, il y avait des problématiques personnelles, d'emprunt, quand on dirige une boîte, évidemment, on n'a pas le chômage, etc. Ouais. Et donc, c'était extrêmement difficile de passer le cap. Une fois que la décision s'est imposée, en fait, je dirais pas que la cicatrisation était faite, mais il y avait une forme de respiration qui est très vite passée quand on est rentré dans la phase, effectivement, avec les avocats, liquidateurs et compagnie, où là, c'était vraiment déconstruire un projet de A jusqu'à Z en 2 temps 3 de mouvement et dans la loi, le tribunal, etc. C'est vrai qu'on se sent un peu... Alors justement, beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur expérience dans le tribunal. Ça a un aspect assez solennel. Comment est-ce que vous l'avez vécu? On a l'impression d'être un criminel de guerre, d'avoir tué père et mère. Ouais, enfin, je dirais pas ça. Ce que j'ai trouvé intéressant et assez positif, c'est que finalement, le tribunal de commerce se présente pour nous aider. Moi, j'ai déposé le bilan d'abord pour avoir un repreneur. Donc, c'était vraiment une optique, un appel à l'aide pour essayer de sauver ce qui restait à sauver. Et je trouve que notre juge a plutôt été super, en fait, parce qu'elle a très bien compris ça et elle a essayé de sauver l'existant. Voilà. C'était intéressant. Je ne dirais pas qu'à ce moment-là, l'avenir le dira, mais
là, c'était pas la phase où on était jugé au niveau, voilà. C'est plus la phase comment on fait pour sauver ce qu'il y a à sauver, les 20 salariés, essayer de diminuer la perte. Moi, j'aimerais revenir sur ce côté déprime post-projet. Émilie, elle a été prise dans un flux qui est liquidation. Voilà, on sait que ça prend 3-6 mois. Ça vient de se finir là d'ailleurs. C'est encore. En fait, la phase de liquidation, effectivement, j'ai déposé début avril et ensuite on a vraiment liquidé en juin, mais là ça va durer 3 ans, il ne faut pas se mentir. Donc voilà, mais par contre, moi la phase où j'estime que le projet était fini au niveau, je dirais, enfin pour moi, même si ça ne l'est pas, hein, comme je viens de le dire, c'est au moment où on n'a plus à aller au bureau et à plus se voir tous les salariés, etc. La difficulté, c'est que nous, on a passé 2 mois où tout le monde savait que tout le monde allait être viré, que tout le monde allait machin, il fallait quand même aller taffer. Mais pour les salariés, mais c'était l'horreur. C'est 10 heures par jour à se faire chier, à s'inquiéter parce que personne n'explique qu'est-ce qui va se passer une fois que... Voilà, même moi, je ne savais pas. Et chaque jour, en fait, on découvrait des nouvelles choses parce que la liquidation, c'est quand même particulier. Et donc, du coup, c'est à partir du moment où on n'a plus où aller au bureau, moi, j'ai dormi, mais ce n'est pas une exagération, j'ai dormi pendant 4 jours, mais vraiment, je me réveillais 1 heure par jour et je redormais. C'était un coma quasiment, parce que c'était 4 ans d'intériorisation. Ce côté physique, c'est très vrai, il y a un manque de vue une fois, alors ça peut correspondre à plus aller au bureau, ça peut correspondre à d'autres choses. On est un peu vidé, il y a une sorte un peu de vertige de se dire qu'est-ce que je fais maintenant, et je pense que le côté entourage est super important, et je pense presque plus à l'entourage perso, de personnes qui comprennent ça, qui jugent pas ça, qui laissent le temps aussi. Et ce que je voulais dire sur ce côté post-débranchage de projet, c'est que moi je recommanderais à tout le monde de faire un vrai break. Moi je vois pas mal d'entrepreneurs qui essaient tout de suite de se remettre en selle, et je pense que c'est un peu une erreur. Je pense qu'on est vraiment vidé et qu'il faut aussi arriver à accepter de se dire ok, j'ai vécu un truc, j'ai vécu une course de Formule 1 pendant 18, 24, 36, 48 mois. Voilà, ça sert à rien de repartir tout de suite dans une autre course parce que je vais pas avoir le jus. Je vais le faire peut-être pour de mauvaises raisons. Je vais pas le faire sur un terreau qui est propice pour se lancer. Et du coup, je pense que vraiment, ça vaut le coup de faire un break, de continuer à faire des choses. L'idée, c'est pas juste d'aller à la pêche et puis pourquoi pas, à la limite, ça peut être un projet aussi, mais ça peut être, continuer à faire des choses, mais pas forcément se remettre à 100% dans un projet parce que de toute façon, on n'aura pas l'énergie pour le faire. Moi, je suis totalement en phase juste avec ça. Enfin, je considère justement que le débranchage, ça s'est pas fait pendant la liquidation, ça s'est vraiment fait quand il n'y avait plus à aller au bureau. Et donc là, effectivement, moi, j'ai vu, c'est hyper difficile de se passionner pour quelque chose. Alors, soit on cherche vraiment un sens à sa vie, et alors tous les 4 matins, on a découvert Facebook, et c'est hyper, c'est fake, il y a de la désillusion, etc. Soit on accepte que effectivement c'est un travail de deuil, comme je disais tout à l'heure, et que c'est plus ou moins long, et voilà, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'où les articles et tout ça, je pense que c'est intéressant. On va en parler justement des articles, et il y a un internaute qui lui dit quelle est la suite juridique et financière de ce genre de situation. Est-ce que vous devez de l'argent, comment est-ce que ça se passe clairement dans votre cas en l'occurrence? Nous, on a déposé le bilan parce qu'on était exsangue, parce qu'il n'y avait plus de trésorerie. Donc évidemment, ça implique qu'il y a beaucoup de gens qui sont lésés dans le tas. Donc maintenant, ça appartient au tribunal de décider ce qui se passe. Moi, je me rends disponible. Je vais au tribunal tous les 15 jours ou tous les mois. Et on essaie de régler la chose du mieux possible. Mais c'est de la négociation à la petite commande, quoi. Donc on essaie au maximum de solutionner les demandes des clients, etc. Et c'est vrai que nous on n'était que 20 et c'était encore une start-up, mais dans une boîte où il y a, je sais pas, 300 salariés, le PDG se retrouve à faire des trucs de petites mains, etc. Ça doit faire tout bizarre. Comment financièrement, Nathalie Tout-le-Monde, vous faites maintenant? Est-ce que vous avez retrouvé un autre travail alimentaire entre guillemets, ou comment vous avez un petit pécule de marge de sécurité? Déjà moi, comme c'était de l'argent qu'on avait mis nous les associés, moi j'ai remboursé une partie de ce que les autres associés avaient mis. 25 000 €, ça, dans le blog? Ouais, entre 25 et 30 000 €. Donc j'ai fait quelques mois à faire des trucs que je sais faire mais que j'apprécie pas forcément de faire pour facturer des trucs, pour faire entrer de l'argent, sachant que j'avais pas eu de revenus pendant la période de création parce qu'on s'est jamais payé dans cette boîte là. Voilà, et puis petit à petit aussi on reprend confiance dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on aime faire. Retour aux fondamentaux. Il y a mine de rien, on en parlera peut-être, on dit l'échec, oulala,
C'est vrai que ça marque un peu, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à tendre la main une fois qu'on s'est planté. On en parlera justement à la fin. Il reste peu de temps, mais on va essayer d'en dire un petit mot justement. Donc voilà, on fait ce qu'on a toujours fait. On trouve des opportunités business. C'est pas dans le cadre d'une entreprise, parfois c'est à compte perso. Et puis petit à petit, on se remet en route. Et puis voilà, on survit très bien. C'est ça. Je pense que notre expérience est extrêmement valorisée. Il y a beaucoup de gens qui justement ont la lucidité de se dire, je vais peut-être me planter, il faut que je me fasse accompagner. La majorité d'entrepreneurs se plantent. Si on regarde bien. Ouais, mais tout le monde n'a pas cette... souvent, on a l'ego du créateur, l'ego du « attends, il s'est planté, c'est que vraiment, il est mauvais ». Moi, du coup, là, j'accompagne pas mal de boîtes qui n'ont pas cet ego et qui sont justement en demande de me dire « Émilie, qu'est-ce qui n'avait pas marché, etc. » Et donc, je réfléchis avec eux à leurs problématiques. Pour l'instant, je fais ça. Je ne sais pas combien de temps je m'en nourrirai intellectuellement. Ça nourrit très bien au niveau financier. Mais c'est pas... Alors justement, on parlait, vous avez écrit tous les deux des articles justement post-mortem pour expliquer, pour revenir un petit peu. Et il y a peu de gens, entrepreneurs, qui parlent de leur échec, surtout quand ils viennent de le vivre. Ça a beaucoup marché sur les réseaux sociaux, ça a été très partagé, très commenté. Est-ce que vous avez eu des retours sur ces articles? Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont marqué, en bien ou en mal, ça peut être aussi des gens qui vous critiquent justement, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ces articles que vous avez écrits? Moi je trouvais qu'il était très bien écrit le mien. Parce qu'il le mien c'était une bouse, mais alors totale quoi. Avec Olivier Mathieu, parce qu'il m'a occupé pas mal et puis c'était aussi pour moi c'était un bon truc pour. On sentait qu'il y avait vos tripes là. C'est pas un radeau de survie, c'est pas ça le truc, mais c'est vraiment une volonté. Alors moi j'ai toujours partagé ce que je faisais sur mon blog depuis longtemps et ça il fallait aussi que je le partage et que j'en fasse pas un truc. C'est pas l'idée de montrer l'exemple, mais c'est de dire on peut le partager, on doit le partager. Plus il y aura de personnes qui le partagent et je pense quand même que c'est en train d'arriver. Le post-mortem, maintenant, on en voit de plus en plus. L'échec est moins tabou relativement à des années je sais pas s'il a été tabou. En tout cas, on n'en parlait pas vraiment. C'est pas une question de pas vouloir en parler, c'est que ça se faisait pas forcément. Maintenant, je pense que voilà, ça, c'est en train d'être solutionné. Je pense qu'il faut le dire à tous les entrepreneurs qui peuvent nous regarder aujourd'hui. Voilà, il y a 9 chances sur 10 que si c'est votre première boîte que vous montez à la sortie des études, vous allez vous planter et ça va vous faire mal. Voilà, moi j'en ai pas planté qu'une, donc je suis toujours là, j'ai toujours envie de faire des choses. On passe par des phases, je pense que dans une grande entreprise c'est exactement pareil. Moi je vois des copains de promo, ils sont pas plus heureux dans leur boulot alors qu'ils sont très bien payés, ils ont un truc très lisible. Confortable. Donc voilà, donc je pense que oui, il faut le partager et je pense que plus on sera nombreux à le faire, plus ça sera normalisé d'en parler. Picsou nous demande, des personnes vous ont-elles contacté pour des opportunités? Est-ce que justement, est-ce que vous venez de dire Ça oui, ça c'est sûr. Moi c'est ça aussi qui m'a permis de me dire, l'échec est une force finalement, si tant est qu'on arrive à l'analyser et à comprendre ce qui a basculé et puis à prendre un peu de recul. Et je suis encore dans cette phase. Et donc, oui, moi, j'ai été beaucoup contactée, ça continue. Aujourd'hui, je ne sais pas encore complètement ce dont j'ai envie. Donc, je pense qu'il faut, comme l'a dit Guilhem, je pense que 6 mois, c'est le minimum pour savoir. Il faut que l'envie revienne. Alors, toi, tu parles d'énergie, c'est pareil. Je pense qu'un entrepreneur, il peut renverser les montagnes s'il a ça dans le bide. Et moi, pour l'instant, je ne l'ai pas. On recharge un peu les batteries. Moi, oui, j'ai eu pas mal de propositions. J'en avais déjà avant quand je n'avais pas encore tapé dans le mur. Donc ça, c'est cool, ça fait toujours plaisir. J'ai eu pas mal Alors, il y a eu beaucoup de réactions sur mon post. Il y a eu pas mal de trucs, c'est bien d'en parler. Il y a eu pas mal de gens qui ne comprenaient pas pourquoi aussi j'avais tiré la prise, qui me reprochaient un peu ce côté, mais c'est dommage, vous aviez fait tout le plus dur. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça montre qu'il y a aussi un travail de faire comprendre au quotidien ce que c'est la vie du chef d'entreprise et que, à un moment, on peut juste plus, quoi. C'est pas qu'on n'a pas envie ou que rationnellement on se dit pas tiens il y a quand même du business à aller chercher, c'est juste qu'on peut pas parce que les étoiles sont pas alignées. Et puis il y a eu quelques réactions aussi vachement intéressantes, plus générales, d'entrepreneurs qui se sont mis aussi à livrer leurs propres échecs ou en regard de ce que moi je pouvais dire. Et moi, je suis en train de le vivre et ça, je trouve que c'est cool, ça vaut des discussions. Si ça peut Alors, on va essayer d'aller équipes, très vite, on a un peu passé le temps, on va dépasser un petit peu. Allez-vous lancer une nouvelle start-up, nous demande un internaute. Est-ce que vous êtes dans cette position? Est-ce que vous êtes dégoûté de l'entrepreneuriat déjà? Non, ça se voit, sinon on ne viendrait pas sur ce genre d'émission. Donc une nouvelle start-up, c'est dans votre... ça vous... C'est dans vos... En fait, moi je suis un peu sorti du jeu de la start-up techno qui lève des fonds, puisque j'ai monté une boîte normale qui a des clients et qui facture. Qui s'appelle Invox, où j'aide
les entreprises à faire des contenus. En gros, je vends des blogs, à défaut de vendre des blagues. Je vends des blogs, que tu fais aussi très bien. Que je fais aussi très bien, ouais. Ça marchera peut-être. On fera une autre émission peut-être un peu plus rigolote. Donc moi, je suis déjà reparti, peut-être trop tôt, peut-être pas assez, j'en sais rien, mais en tout cas, on verra je m'amuse bien. Donc, ouais, bah de fait, je fais la même chose pour l'instant. Est-ce que un internaute nous demande, est-ce que ça peut pas être un business justement d'aider les entrepreneurs? Si, bien sûr, mais oui, non, mais moi pour l'instant, c'est ce que je fais. Enfin, je les aide pas en difficulté, je les aide juste avant. Et donc voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est scalable? Est-ce qu'on peut en faire une vraie boîte au-delà du conseil? Aujourd'hui, moi, j'ai plus de demandes que je peux en satisfaire. La question, c'est est-ce que je crée une boîte, j'embauche des gens, je les forme, etc. Ouh là là, mon Dieu, du salariat, voilà. Ou est-ce que je me suffis à moi-même? Pour l'instant, j'ai juste envie de me suffire à moi-même. Mais à moyen terme, c'est clair que ça ne me satisfera pas. Julien nous pose une question, désolé, sur les best practices, justement. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser un échec pour une deuxième tentative, pour postuler dans une boîte? Est-ce que ça se valorise un échec? Bien sûr, prendre du recul, analyser, no bullshit, comme dit Guillaume. Comprendre ses manques à soi. En fait, c'est même pas une question de manque, c'est une question de savoir pourquoi on est fait. Effectivement, regarder ce qu'on a merdé, parce que ça va se reproduire, la situation va se représenter, il faudra pouvoir réagir autrement que ce qu'on a déjà fait. Mais je trouve que moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire ok, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Pendant longtemps, moi, on m'a dit t'es pas assez rigoureux, t'es pas assez ça, essaie de combler tes lacunes. En fait, non, je serai jamais bon là-dedans. J'ai réussi à corriger un peu le tir. Mais je sais qu'il faut que je sois encore meilleur là où je suis déjà bon. Et je vais faire que ça. Et mes choix d'association, mes choix de projet, ça sera lié à ça. Mais je pense aussi qu'il faut être capable de vraiment prendre beaucoup de recul. Même, enfin, moi, j'avais énormément de salariés. Les écouter, c'est dur. C'est souvent très, très violent et peu nuancé. Mais je pense que quand on arrive à se détacher un peu émotionnellement, on apprend énormément. Dernière question, très rapidement Guillaume, par rapport à l'émission précédente qu'on avait faite sur l'échec avec Gilles Babinet, est-ce que vous rediriez la même chose maintenant que vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dites finalement en fait, ça? Moi je redirais un truc que Gilles avait dit et qui est super vrai. Il avait dit un truc que je vais faire très court et je lui laisserai la paternité du truc. C'est en fait, on n'est pas son échec. On a participé à quelque chose qui n'a pas marché, mais c'est pas soi en fait. C'est pas nous qui avons échoué, c'est le projet qu'on portait qui a échoué. Ce qu'on a et ce qu'on fait. Voilà, et c'est pas une question de se dédouaner de tout un tas de choses. Moi j'ai une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé, et dans ce qu'on a fait de bien, et dans ce qu'on a fait de moins bien. Mais c'est pas, c'est pas moi en fait. C'est ma personnalité, elle peut réussir dans d'autres trucs. Voilà, je pense que c'est vachement important de ne pas s'auto-flageller et de se mettre plus bas que terre, parce que voilà, il y a une différence, il y a un projet qui a merdé, et puis il y a des gens qui ont fait des erreurs. Très bien, merci à vous d'avoir eu la franchise et l'honnêteté de venir témoigner. C'est jamais très facile sur ce sujet. À dans 2 ans. Pour parler de succès cette fois-ci. Bon vent pour la suite de vos aventures, justement, on pourra en parler pour la suite. Si vous avez raté le début de l'émission, sachez qu'elle sera rediffusée cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, sur La Tribune, sur l'APCE, le site de l'APCE. Et la semaine prochaine, on va vous raconter une histoire incroyable. C'est un peu le film Intouchable version entrepreneur. On va raconter l'histoire de Hugues Lebret qui est parti de Boursorama après l'affaire Kerviel et Riyad Boulanoir qui sont en train de lancer le compte Nickel, le compte que l'on ouvre dans un bar tabac. Très bon appétit, bonne journée et à la semaine prochaine.